Hey hey! Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de l'aménagement de Monuca. Cette fois-ci, on rentre dans les choses vraiment intéressantes, les choses sérieuses, la fabrication des meubles. Allez hop, tenue de chantier et al trabajo! Parlons un petit peu maintenant d'aménagement intérieur. En termes de meubles, le van est un espace vraiment très limité. Il n'y a pas non plus une infinité de possibilités d'aménagement. Bien évidemment, pour dessiner les aménagements, on peut très bien faire ça à l'ancienne avec une feuille, une règle, un crayon et dessiner une vue de dessus par exemple et une vue de face des différents meubles. Dans mon cas, malheureusement, la manière dont mon cerveau est constitué ne me permet pas de visualiser les choses en 3D à partir d'un dessin en 2D. J'utilise donc à chaque fois que je construis un meuble ou que je fais quelque chose en volume, un petit logiciel qui s'appelle SketchUp, que sûrement certains d'entre vous connaissent, que je trouve personnellement extrêmement intuitif. En 2 heures, on peut très bien commencer à dessiner des volumes avec SketchUp. Et j'ai donc dessiné à partir de SketchUp 3 possibilités d'aménagement à l'intérieur du van. La première solution que j'ai envisagée, c'est une cuisine latérale, donc sur le côté gauche en rentrant par le coulissant dans le véhicule, avec sur le côté opposé une banquette en L convertible en un lit de place et un meuble haut sur l'arrière. Le principal inconvénient de cette version-là, c'est que j'aurais eu de grandes difficultés à accéder à la totalité du plan de travail devant la cuisine en restant debout. Surtout quand on progresse vers le fond du véhicule, j'aurais eu la tête qui aurait été gênée par l'inclinaison du toit relevable. Ce qui, au quotidien, je pense, aurait fini par être vraiment très pénible. Deuxième inconvénient de cette version, ça manquait pas mal de plan de travail tout de même pour faire la cuisine. Et ensuite, au niveau de la banquette, j'aurais eu des coussins d'assises qui seraient venus se positionner devant la fenêtre, ce qui est un petit peu dommage parce que j'aimerais qu'un maximum de lumière puisse rentrer à l'intérieur de l'habitacle. La deuxième version que j'ai envisagée était d'avoir un plan de travail sur toute la longueur derrière la banquette conducteur, où j'aurais placé un évier, avec une banquette convertible sur toute la longueur le long de la fenêtre fixe. Dans cette version-là, j'aurais renvoyé la plaque de cuisson à gauche en rentrant par le coulissant sur un petit plan de travail, avec un meuble haut qui se situerait lui aussi sur l'arrière. L'inconvénient de cette version-là, c'est qu'on coupait un petit peu la cuisine en deux finalement, avec un évier d'un côté et la plaque de cuisson de l'autre. Et comme la version précédente, on n'a pas un accès sur toute la hauteur en restant debout devant la table de cuisson à cause du pan incliné du toit relevable. Bref, j'avais beau essayer de tourner le problème dans tous les sens possibles, étant donné que mon toit relevable se lève vers l'avant, il fallait que je profite du fait de pouvoir me tenir debout à l'avant du véhicule derrière la banquette conducteur. On en arrive donc à la troisième version avec une cuisine complète donc qui se trouve derrière la banquette conducteur avec le caisson de gaz, la table de cuisson et l'évier, avec juste devant une zone de circulation qui permet d'aller d'une fenêtre à l'autre. Ensuite, sur l'arrière, on a une banquette convertible, cette fois-ci en un lit, une place, il a fallu faire des concessions. Sur le côté gauche, en rentrant par le coulissant, on va trouver un meuble bas avec un plan de travail dans lequel j'espère pouvoir intégrer une glacière. Et ensuite, un meuble haut que j'appelle une penderie qui va se trouver sur l'arrière du véhicule, ainsi que des toilettes sèches. Il fallait également faire un choix difficile au niveau des équipements. Douche, pas douche, toilette, pas toilette. Étant donné que je ne serai pas toujours seul à voyager dans le véhicule, mais que je partirai sur certaines vadrouilles en couple, avec ma chère et tendre, on a envisagé que ce soit bien quand même d'avoir des toilettes à l'intérieur du véhicule. Pour nous les gars, c'est vrai que c'est pas vraiment problématique d'aller faire un petit pipi derrière un arbre, voire un petit peu plus. Mais pour vous mesdames, c'est sûr que pour les périodes où notamment où il va faire un petit peu froid, ça peut être pas mal d'avoir un petit peu d'intimité quand même à l'intérieur et de pas être obligé de sortir du véhicule pour faire ses besoins. Nous aurons donc des toilettes sèches à l'intérieur du véhicule avec un séparateur d'urine, j'en ai déjà parlé un petit peu précédemment, ce qui va nous permettre de renvoyer tous les liquides, y compris tout ce qui vient de l'évier et de la vaisselle, vers la cuve d'eau grise qui remplace la roue de secours sous le véhicule. C'est posé ensuite la question de la douche. Alors j'ai vu des solutions dans des vannes, dans des petits espaces qui disposent d'un toit relevable ou pas d'ailleurs, des personnes qui ont réussi à aménager un receveur de douche à l'intérieur du véhicule et avec un système de bâche, on peut prendre sa douche, éventuellement assis d'ailleurs à l'intérieur du véhicule. Alors j'avoue pour ma part, j'ai pas vraiment été séduit par ce type de solution parce qu'il faut organiser des rideaux tout autour pour pas mouiller. Qu'est-ce qu'on fait de ces rideaux lorsqu'ils sont trempés, surtout en hiver? J'ai pas été vraiment tellement séduit par cette solution-là. J'opte donc pour une douche à pression qui se prendra à l'extérieur du véhicule au niveau des portes battantes. Je pense qu'il y aura tout à fait moyen d'organiser un espace avec un minimum d'intimité. Je sais pas encore trop comment, mais j'y réfléchirai.
Voilà dans les grandes lignes le type d'aménagement que j'ai choisi. Une dernière petite chose concernant l'eau, j'ai été assez séduit par le système avec des jerrycans parce que je trouve que c'est assez simple à manipuler. On peut prendre de l'eau dans les lacs, dans les cimetières, dès qu'il y a un robinet ou une fontaine, je trouve que c'est assez simple à remplir. Et concernant l'eau potable, pour la boire ou se brosser les dents par exemple ou faire cuire des pâtes, j'envisage un filtre Berquier maison que je vais fabriquer moi-même et qui fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Bon, maintenant il va falloir mettre la main à la pâte et rentrer dans le vif du sujet, et c'est là que les problèmes commencent, parce que dans un van, il n'y a rien de droit. En effet, derrière la banquette conducteur, j'envisage de progresser de la gauche vers la droite. Construire un premier module qui va recevoir l'électricité, ensuite un pour l'évier et le bidon d'eau, et ensuite un dernier ici qui se trouvera sur la droite qui va recevoir le gaz avec la plaque de cuisson. Mais avant de pouvoir faire ça, il me semble qu'il faudrait gérer cette fenêtre ici, le cadre de fenêtre, et la partie qui se trouve ici en bas. Sachant que sur la partie haute, ici, je dois faire circuler mon tuyau d'eau grise qui va provenir de l'évier. La seule chose dont je suis à peu près sûr aujourd'hui, c'est qu'il faut que je fabrique un joli cadre ici, probablement en chêne pour cette fenêtre, mais je n'ai pour l'instant aucune idée de comment je vais habiller le pourtour. J'ai également ici un décroché à gérer au niveau du cache de la ceinture de sécurité qui se prolonge par des formes qui sont absolument pas rectilignes. Bon, on va donc considérer qu'à partir de maintenant c'est du freestyle complet et on va essayer de trouver les solutions les plus viables avec un niveau de finition qui soit quand même acceptable. J'ai positionné au sol tous les éléments électriques, l'évier et la plaque de cuisson pour pouvoir prendre une cote exacte des différents meubles. Et je me rends compte à ce stade que j'ai prévu un petit peu large pour le meuble électrique, que je vais raccourcir un petit peu. Ensuite, j'aurai mon second meuble qui va recevoir le jerrycan avec l'évier. Et le troisième meuble sur la droite ici, qui va recevoir la plaque de cuisson, que je vais un petit peu décaler vers la gauche ici. Du coup, l'emplacement initial que j'avais prévu pour mes sorties de câbles se trouve un petit peu loin et donc à l'extérieur du meuble électrique, mais c'est pas très grave parce que je vais pouvoir percer les caissons pour faire circuler les fils à nouveau de la droite vers la gauche. Yes! Me voilà fin prêt pour commencer l'assemblage du meuble qui va recevoir l'électricité. Alors à partir de mon petit logiciel SketchUp, j'ai effectué une modélisation en 3D. À partir de là, j'ai réalisé une vue éclatée avec les cotations, ce qui m'a permis de faire une fiche de débit pour l'ensemble des panneaux dont j'ai besoin. J'ai donc ici tous mes panneaux qui sont assemblés à partir de boîtes palettes. N'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo concernant la fabrication de ces panneaux. Il y a quelques défauts, mais encore une fois, j'aime beaucoup l'aspect. Il faut bien garder en tête que de toute façon, ces petits défauts ne sont pas très graves parce que les façades des caissons, on ne les verra pas, on ne verra que les champs qui seront face à nous. Je vais maintenant identifier chacun des panneaux, les mettre bien à dimension comme il le faut. Je vais bien garder en tête tout le temps que j'ai besoin de respecter un angle d'inclinaison derrière la banquette du conducteur de 70 degrés. Et pour ça, je me suis réalisé un petit gabarit sur un contreplaqué assez fin que j'ai récupéré où je vais pouvoir reporter mon angle très simplement. Vámonos al trabajo! Maintenant que mes découpes sont faites et que mes panneaux sont prêts, il va falloir maintenant assembler tout ce petit monde. Depuis que l'homme fait de la menuiserie, des possibilités d'assemblage, il en a inventé des dizaines. En menuiserie traditionnelle, les assemblages les plus connus, ce sont le tonneau mortaise et la queue d'aronde par exemple pour les tiroirs. Dans le monde de la menuiserie industrielle, on utilise beaucoup le vissage, tout simplement, qu'on associe au collage. Il y a aussi un système qu'on appelle les lamellos, qui ressemblent à des petites langues de chat en bois. C'est un assemblage qui est très efficace. Dans mon cas, j'ai écarté le vissage. J'en ferai peut-être ponctuellement si j'ai pas tellement le choix de faire autrement. Par contre, je vais essayer de limiter au maximum pour une raison de poids, tout simplement. Parce qu'en fait, sur un projet, si on s'amusait à rassembler toutes les vis qu'on a utilisées, on se rendrait compte qu'on a rajouté pas mal de poids. Et dans un véhicule, en vue de la certification VASP, ça peut être un critère assez important. Si on souhaite néanmoins aller vers une solution vissée, il faut absolument penser à prendre des vis inox qui ne vont pas souffrir en cas d'humidité à l'intérieur du véhicule.
J'ai donc envisagé pour ma part de faire un assemblage au tourillon. Les tourillons, ce sont tout simplement des petits cylindres en bois dur généralement, là c'est du hêtre strié, qui vont permettre de faire l'assemblage entre les panneaux, notamment les assemblages à angle droit. Attention avec cette technique-là, néanmoins, ça ne tolère pas du tout l'approximation. Il faut essayer de vraiment faire ces perçages de manière très précise. Dans mon cas, les panneaux ne sont pas très épais, ils font 12 mm d'épais, donc j'ai opté pour des tourillons de 6 mm de diamètre et 30 mm de long. Si on divise 30 par 2, ça fait 15, ça fait 3 mm de plus que l'épaisseur de mes panneaux. Donc ce que je vais envisager, c'est de faire un montage débouchant, tout simplement. Et puis la partie, les quelques millimètres qui vont sortir à l'extérieur, et ben je déciderai de les couper une fois que l'assemblage est terminé. De toute façon, ces assemblages-là ne seront pas apparents. Pour faire ce type d'assemblage, on peut acheter une tourillonneuse. C'est relativement cher, c'est de l'ordre de 140 € à vérifier. Mais j'avais pas envie d'investir autant d'argent pour faire quelques assemblages. Donc j'ai acheté un petit système Woolcraft qui va être peut-être un petit peu moins précis mais qui est beaucoup plus économique. Comme d'habitude, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo juste en dessous. Dans mon kit, je vais donc trouver un forêt bois de 6 mm de diamètre avec une petite butée qu'on pourra venir visser avec une clé Allen selon la profondeur de perçage. Et puis on a aussi des espèces de petits pointeaux qui vont nous permettre de repérer les prochains trous sur la face opposée. Dans un premier temps, je vais faire un petit essai sur ces deux panneaux là que j'ai besoin d'assembler pour faire le petit retour. Et puis après, il n'y aura plus qu'à assembler tout le reste. Première chose à faire, je marque ici l'emplacement de mes 3 tourillons. J'ai bien pris soin de régler ici ma butée à un petit peu plus de 15 mm. Je vais maintenant venir percer sur les 3 emplacements que j'ai marqués tout à l'heure. La difficulté ici, ça reste de rester bien vertical quand on fait le perçage. Le résultat, c'est une qualité de perçage assez correcte quand même. On va pouvoir accueillir le tourillon ici. Et éventuellement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je pourrais avoir un montage ici légèrement débouchant. Et on supprimera par sciage ici la partie excédente. Pour la suite, on va venir insérer nos 3 petits pointeaux dans les trous ici. Donc c'est du diamètre 6, ça y va sans forcer. On va ensuite venir présenter le bois perpendiculairement. Donc attention à bien se mettre à fleur de part et d'autre. Une fois que c'est le cas, par pression, dans du pain, ça y va tout seul. On va venir ici obtenir les marquages pour le perçage sur cette face. Je viens maintenant percer sur le champ en essayant de bien rester vertical jusqu'à la butée. Je viens maintenant insérer mes 3 tourillons et il n'y a plus qu'à assembler tout ça. Magnifique! La qualité d'assemblage est tout à fait honorable. Eh bien, ma foi de canard, pour un premier assemblage, c'est plutôt positif. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler tout le reste. Ça va être maintenant le grand moment de vérité. Je vais présenter le meuble dans le véhicule et vérifier que mes cotes sont bonnes. Je touche du bois. Allez, viens par ici, mon petit. Eh bien, on est pas mal du tout. J'ai réussi à englober ici dans le meuble la prise d'air pour le Webasto. Sur l'arrière, ici, le décroché fonctionne bien pour absorber la ceinture de sécurité. Le meuble sera sec dans une petite heure, mais pour être bien sûr que tout est bien scellé, je vais attendre toute la nuit et demain, on pourra passer la lasure. Au fur et à mesure où j'avance dans mes travaux, je me rends compte que je me suis vraiment pas du tout facilité la tâche en assemblant des planches qui proviennent de boîtes palettes. Parce que les panneaux, du coup, ont tendance à danser et c'est pas une science exacte quand on assemble les meubles. Par exemple, sur la dimension globale du meuble, j'ai perdu 2 mm en largeur. Ce qui est pas très grave. Ce qui est important pour moi, c'est de bien avoir les ordres de grandeur. Et pour la peine, du coup, le petit côté roots que je souhaitais avoir au début, il est bien là. Maintenant que le meuble est sec, je vais pouvoir découper mes tourillons et pour ça je peux utiliser mon vieux PMF, c'est-à-dire ma petite scie oscillante électrique, ou bien la Tsubasa.
Le menuisier français, quand il a besoin de faire un arasement, c'est-à-dire de couper une planche dans le sens de la largeur, dans le sens de la longueur, on parle plutôt de déligner. Là, c'est un arasement qu'on souhaite faire. Le menuisier français utilise ce type de scie dont la lame a de la voie. C'est-à-dire que les dents qui constituent la lame sont légèrement décalées l'une de l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la découpe, on perd généralement pas mal de matière, de l'ordre de 3 mm. Et ce type de scie, on les utilise généralement en poussant, ce qui peut faire de belles petites catastrophes quand la lame décide de quitter le bois pour atterrir sur une main, par exemple, ou un genou. C'est du vécu. Hein. Bref, ça y emmène, faut faire attention aux mains. Et du coup, on a une qualité d'arasement, comme on le voit ici, qui est quand même pas très qualitaire. Le menuisier japonais, lui, il va utiliser plutôt des scies de type Tsubasa, qui sont des lames souples, dont les dents sont bien alignées. Il n'y a pas de voie sur ces lames-là. Et la particularité de ces lames, c'est qu'on va scier plutôt en tirant vers soi, juste en appliquant une petite pression avec le petit doigt, comme ça, généralement, ça suffit. Et avec ces lames-là, on obtient des qualités d'arasement qui sont vraiment incroyables. Unbelievable! Et comme d'habitude, la qualité a un prix. La lame de rechange de la Tsubasa, là, c'est 80 €. Ça fait un peu mal. Les tourillons sont coupés et poncés. J'ai ensuite passé un petit coup de ponçage ici au 120 sur les façades, celles qui resteront apparentes à la fin. Pour le traitement final, je vais utiliser une lasure blanche sans solvant. C'est pour ça que je n'aurai pas de composés volatiles nocifs qui vont se diffuser dans l'habitacle pendant plusieurs mois après la pose. C'est du blanc, mais j'ai constaté qu'en tirant bien sur le produit, on arrivait à un effet un petit peu, une légère transparence qui laissait voir le veinage du bois. Un effet un petit peu cérusé. Donc je vais essayer ça. Je vais faire un traitement en une seule couche, à l'intérieur du meuble et à l'extérieur aussi. Effectivement, il y a des zones qui ne seront pas apparentes, mais c'est juste pour que le bois se stabilise. Parce que des fois, quand on traite juste une face du bois, il a tendance à tirer et à travailler, ce que je ne veux surtout pas. Pour fixer les meubles à la carrosserie, je vais utiliser des inserts à visser. Et pour ça, je me suis fait venir d'Allemagne, de chez Wiltech, une petite mallette qui contient une pince qui va me permettre de fixer ces inserts sur la carrosserie. Alors bien malheureusement, il n'y avait pas de mode d'emploi livré avec la mallette, mais on va essayer de voir comment ça fonctionne. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Dans la mallette, on va trouver différentes tailles d'inserts à visser. Ça va du M3 au M12. Plus le chiffre est grand, plus les inserts sont de taille importante. On a des petits embouts ici qui correspondent à chacune des tailles. On va voir comment on installe ça tout à l'heure. Et on a bien évidemment l'élément principal qui est la pince. On a également ici une petite clé noire qui va nous permettre de modifier les embouts à l'extrémité de la pince. C'est actuellement l'embout M8 qui est installé sur la pince. Je vais donc modifier ça parce que mes inserts à visser, c'est du M6. La toute première chose que je vais faire ici, ça va être de dévisser la pièce qui se trouve sur le dessus. Voilà, ce sera ensuite au tour de la pièce de protection qui se trouve en dessous. On vient ensuite tirer ici le cylindre vers le bas, ce qui dégage la pièce ici et nous permet de dévisser le mandrin. Je range ensuite mon écrou et mon mandrin pour le M8 dans la boîte qui va bien. Et je fais l'inverse avec les éléments que je trouve dans la boîte du M6, c'est-à-dire le mandrin en lui-même et l'écrou qui ira sur le dessus. Je revisse le mandrin M6. Il faut bien vérifier qu'on arrive en butée ici. Voilà, les deux écrous doivent être joints. Je repositionne la collerette et je peux visser cette fois-ci la pièce de protection. Et toute dernière étape, je revisse mon écrou sur la tête du mandrin et un dernier petit coup de clé pour sécuriser. Et nous voici installés pour poser des rivets en M6. C'est bien le bon filetage ici. Je viens de présenter mon premier caisson complètement à gauche ici qui est bien appuyé en haut contre la carrosserie et je vais effectuer 2 perçages en 5 mm simplement pour venir marquer la carrosserie à l'endroit où j'ai besoin de mettre mes rivets. Deuxième passage avec du 9 mm, ce qui nous permettra à terme d'insérer l'écrou aveugle.
Comme à chaque fois qu'on perce un trou dans la carrosserie, il faut bien penser à le protéger de la rouille. Je vais essayer d'éviter les 2 couches d'anti-rouille traditionnelles où il faut attendre 24 heures entre chaque couche. Ça veut dire que le véhicule en gros est immobilisé pendant 2 jours. En solution alternative, je vais utiliser plutôt mon petit Primaire Sika 207. Il m'en reste un petit peu de l'époque où j'avais posé mes vitrages. Les vitrages qui sont juste derrière moi. Dans une vidéo professionnelle, il était conseillé aussi comme anti-rouille, ce produit-là. Et ça m'intéresse parce que celui-là, il ne sèche qu'en 10 minutes. Ça veut dire que 10 minutes après le séchage, on peut directement poser son rivet. Seul inconvénient du produit, c'est qu'il est de couleur noire. C'est pas du meilleur effet sur une carrosserie blanche, mais c'est pas très grave du coup, puisque cette partie-là ne sera pas apparente. Maintenant que la protection anti-rouille a séché, je vais pouvoir poser mon premier rivet. Pour ça, je vais ouvrir complètement la pince, visser le rivet jusqu'à la butée. Et c'est au moment où on va presser fortement de part et d'autre sur la pince pour la resserrer que la partie striée du rivet va venir se compresser à l'intérieur de la paroi. On insère le rivet dans la carrosserie et on presse très fort. Une fois que c'est scellé, on rouvre et on peut libérer ici en dévissant. Ça va libérer le mandrin et le rivet est fixé. À l'intérieur des rivets, je vais utiliser des vis à tête fraisée M6 de 30 mm de long. C'est vraiment hyper efficace et ça a une très bonne résistance. Étant donné que la collerette du rivet ici fait à peu près 1 mm d'épaisseur, je vais fraiser légèrement le bois du meuble pour absorber cette épaisseur et être sûr que je suis bien à fleur de la carrosserie. J'ai également collé ici une cale de fixation en bois que j'ai fraisée de la même manière. Et bien ça y est, mon premier caisson est vissé à la carrosserie. J'ai complété la fixation par des vis inox dans les renforts au bas du caisson. Et franchement, je suis très content du résultat. C'est une fixation vraiment très solide. On peut tirer avec le poids du corps et vraiment ça ne bouge pas. Tu la connais la Tsubasa? C'est-à-dire que je ne vais pas avoir de composé volatile. C'est-à-dire que je n'aurai pas de composé volatile notif. C'est-à-dire que je n'aurai pas de composé volatile nocif.